Chapitre 6. Le violon enchanté. Christine Daae, victime d'intrigues sur lesquelles nous reviendrons plus tard, ne retrouva point tout de suite à l'opéra le triomphe de la fameuse soirée de gala. Depuis, cependant, elle avait eu l'occasion de se faire entendre en ville, chez la duchesse de Zurich, où elle chanta les plus beaux morceaux de son répertoire. Et voici comment le grand critique, qui se trouvait parmi les invités de marque, s'exprime sur son compte. Quand on l'entend dans Hamlet, on se demande si Shakespeare est venu des Champs-Élysées lui faire répéter Ophélie. Il est vrai que, quand elle ceint le diadème d'étoiles de la reine de la nuit, Mozart, de son côté, doit quitter les demeures éternelles pour venir l'entendre. Mais non, il n'a pas à se déranger, car la voix aiguë et vibrante de l'interprète de sa flûte enchantée vient le trouver dans le ciel, qu'elle escalade avec aisance exactement comme elle a su, sans effort, passer de sa chaumière du village de Skottelhof au palais d'or et de marbre bâti par M. Garnier. Mais après la soirée de la duchesse de Zurich, Christine ne chante plus dans le monde. Le fait est qu'à cette époque, elle refuse toute invitation, tout cachet. Sans donner de prétexte plausible, elle renonce à paraître dans une fête de charité pour laquelle elle avait précédemment promis son concours. Elle agit comme si elle n'était plus la maîtresse de sa destinée, comme si elle avait peur d'un nouveau triomphe. Elle sut que le comte de Chagny, pour faire plaisir à son frère, avait fait des démarches très actives en sa faveur auprès de M. Richard. Elle lui écrivit pour le remercier et aussi pour le prier de ne plus parler d'elle à ses directeurs. Quelles pouvaient bien être alors les raisons d'une aussi étrange attitude ? Les uns ont prétendu qu'il y avait là un incommensurable orgueil, d'autres ont crié à une divine modestie. On n'est point si modeste que cela quand on est au théâtre. En vérité, je ne sais si je ne devrais point écrire simplement ce mot. Effroi. Oui, je crois bien que Christine Daae avait alors peur de ce qui venait de lui arriver, et qu'elle en était aussi stupéfaite que tout le monde autour d'elle. Stupéfaite ? Allons donc. J'ai là une lettre de Christine, collection du Persan, qui se rapporte aux événements de cette époque. Eh bien, après l'avoir relue, je n'écrirai point que Christine était stupéfaite, ou même effrayée de son triomphe, mais bien épouvantée. Oui, épouvantée. Je ne me reconnais plus quand je chante, dit-elle. La pauvre, la pure, la douce enfant. Elle ne se montrait nulle part, et le vicomte de Chagny essaya en vain de se trouver sur son chemin. Il lui écrivit pour lui demander la permission de se présenter chez elle, et il désespérait d'avoir une réponse, quand un matin, elle lui fit parvenir le billet suivant. Monsieur, je n'ai point oublié le petit enfant qui est allé me chercher mon écharpe dans la mer. Je ne puis m'empêcher de vous écrire cela, aujourd'hui où je pars pour Perros, conduite par un devoir sacré. C'est demain l'anniversaire de la mort de mon pauvre papa que vous avez connu et qui vous aimait bien. Il est enterré là-bas, avec son violon, dans le cimetière qui entoure la petite église, au pied du coteau où, tout petit, nous avons tant joué, au bord de cette route où, un peu plus grand, nous nous sommes dit adieu pour la dernière fois. Quand il reçut ce billet de Christine Daae, le vicomte de Chagny se précipita sur un indicateur de chemin de fer, s'habilla à la hâte, écrivit quelques lignes que son valet de chambre devait remettre à son frère et se jeta dans une voiture, qui d'ailleurs le déposa trop tard sur les quais de la gare de Montparnasse pour lui permettre de prendre le train du matin sur lequel il comptait. Raoul passa une journée maussade et ne reprit goût à la vie que vers le soir, quand il fut installé dans son wagon. Tout le long du voyage, il relut le billet de Christine. Il en respira le parfum. Il ressuscita la douce image de ses jeunes ans. Il passa toute cette abominable nuit de chemin de fer dans un rêve fiévreux qui avait pour commencement et fin Christine Daae. Le jour commençait à poindre quand il débarqua à Lannion. Il courut à la diligence de Perros-Guirec.
Il était le seul voyageur. Il interrogea le cocher. Il sut que la veille au soir, une jeune femme qui avait l'air d'une Parisienne s'était fait conduire à Perros et était descendue à l'auberge du Soleil couchant. Ce ne pouvait être que Christine. Il allait pouvoir, en toute paix, parler à Christine dans cette solitude. Il l'aimait à en étouffer. Ce grand garçon, qui avait fait le tour du monde, était pur comme une vierge qui n'a jamais quitté la maison de sa mère. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait d'elle, il se rappelait dévotement l'histoire de la petite chanteuse suédoise. Bien des détails en sont encore ignorés de la foule. Il y avait une fois, dans un petit bourg, aux environs d'Uppsal, un paysan qui vivait là avec sa famille, cultivant la terre pendant la semaine et chantant au lutrin le dimanche. Ce paysan avait une petite fille avec laquelle, bien avant qu'elle sût lire, il apprit à déchiffrer l'alphabet musical. Le père d'Aï était, sans qu'il s'en doutât peut-être, un grand musicien. Il jouait du violon et était considéré comme le meilleur ménétrier de toute la Scandinavie. Sa réputation s'étendait à la ronde et on s'adressait toujours à lui pour faire danser les couples dans les noces et les festins. La mère d'Aé, impotente, mourut alors que Christine entrait dans sa 6e année. Aussitôt, le père, qui n'aimait que sa fille et sa musique, vendit son lopin de terre et s'en fut chercher la gloire à Uppsal. Il n'y trouva que la misère. Alors, il retourna dans les campagnes, allant de foire en foire, raclant ses mélodies scandinaves, cependant que son enfant, qui ne le quittait jamais, l'écoutait avec extase ou l'accompagnait en chantant. Un jour, à la foire de Limby, le professeur Valerius les entendit tous deux et les emmena à Gothenburg. Il prétendait que le père était le premier violonneux du monde et que sa fille avait l'étoffe d'une grande artiste. On pourvut à l'éducation et à l'instruction de l'enfant. Partout, elle émerveillait un chacun par sa beauté, sa grâce et sa soif de bien dire et de bien faire. Ses progrès étaient rapides. Le professeur Valerius et sa femme durent, sur ces entrefaites, venir s'installer en France. Ils emmenèrent Daae et Christine. La maman Valerius traitait Christine comme sa fille. Quant au bonhomme, il commençait à dépérir, pris du mal du pays. À Paris, il ne sortait jamais. Il vivait dans une espèce de rêve qu'il entretenait avec son violon. Des heures entières, il s'enfermait dans sa chambre avec sa fille et on l'entendait violonner et chanter tout doux, tout doux. Parfois, la maman Valerius venait les écouter derrière la porte, poussait un gros soupir, essuyait une larme et s'en retournait sur la pointe des pieds. Elle aussi avait la nostalgie de son ciel scandinave. Le père d'Aé ne semblait reprendre des forces que l'été, quand toute la famille s'en allait villégiaturer à Perros-Guirec, dans un coin de Bretagne qui était alors à peu près inconnu des Parisiens. Il aimait beaucoup la mer de ce pays, les trouvant, disait-il, la même couleur que là-bas, et souvent sur la plage, il lui jouait ses airs les plus dolents, et il prétendait que la mer se taisait pour les écouter. Et puis, il avait si bien supplié la maman Valerius que celle-ci avait consenti à une nouvelle lubie de l'ancien ménétrier. À l'époque des pardons, des fêtes de village, des danses et des dérobés, il partit, comme autrefois, avec son violon, et il avait le droit d'emmener sa fille pendant 8 jours. On ne se lassait point de les écouter. Il versait pour toute l'année de l'harmonie dans les moindres hameaux, et couchait la nuit dans des granges, refusant le lit de l'auberge, se serrant sur la paille l'un contre l'autre, comme au temps où ils étaient si pauvres en Suède. Or, ils étaient habillés fort convenablement, refusaient les sous qu'on leur offrait, ne faisaient point de quête, et les gens autour d'eux ne comprenaient rien à la conduite de ce violonneux qui courait les chemins avec cette belle enfant qui chantait si bien qu'on croyait entendre un ange du paradis. On les suivait de village en village. Un jour, un jeune garçon de la ville, qui était avec sa gouvernante, fit faire à celle-ci un long chemin, car il ne se décidait point à quitter la petite fille, dont la voix si douce et si pure semblait l'avoir enchaîné.
Ils arrivèrent ainsi au bord d'une crique que l'on appelle encore Trestraou. Et en ce temps-là, il n'y avait en ce lieu que le ciel et la mer et le rivage doré. Et par-dessus tout, il y avait un grand vent qui emporta l'écharpe de Christine dans la mer. Christine poussa un cri, étendit les bras, mais le voile était déjà loin sur les flots. Christine entendit une voix qui lui disait « Ne vous dérangez pas, mademoiselle, je vais vous ramasser votre écharpe dans la mer. » Et elle vit un petit garçon qui courait, malgré les cris et les protestations indignées d'une brave dame tout en noir. Le petit garçon entra dans la mer, tout habillé, et lui rapporta son écharpe. Le petit garçon et l'écharpe étaient dans un bel état. La dame en noir ne parvenait pas à se calmer, mais Christine riait de tout son cœur, et elle embrassa le petit garçon. C'était le vicomte Raoul de Chagny. Il habitait dans le moment avec sa tante à Lannion. Pendant la saison, ils se revirent presque tous les jours et ils jouèrent ensemble. Sur la demande de la tante et par l'entremise du professeur Valérius, le bonhomme d'Aé consentit à donner des leçons de violon au jeune vicomte. Ainsi, Raoul apprit à aimer les mêmes airs que ceux qui avaient enchanté l'enfance de Christine. Ils avaient à peu près la même petite âme rêveuse et calme. Ils ne se plaisaient qu'aux histoires, aux vieux contes bretons, et leur principal jeu était d'aller les chercher au seuil des portes comme des mendiants. « Madame, ou mon bon monsieur, avez-vous une petite histoire à nous raconter, s'il vous plaît ?» Il était rare qu'on ne leur donnât point. Quelle est la vieille grand-mère bretonne qui n'a point vu, au moins une fois dans sa vie, danser les corrigans sur la bruyère au clair de la lune ? Mais leur grande fête était lorsqu'au crépuscule, dans la grande paix du soir, alors que le soleil s'était couché dans la mer, le père d'Aé venait s'asseoir à côté d'eux sur le bord de la route et leur contait à voix basse, comme s'il craignait de faire peur aux fantômes qu'il évoquait, les belles, douces ou terribles légendes du pays du Nord. Tantôt, c'était beau comme les contes d'Andersen, tantôt, c'était triste comme les chants du grand poète Runeberg. Quand il se taisait, les deux enfants disaient « Encore !» Il y avait une histoire qui commençait ainsi. Un roi s'était assis dans une petite nacelle, sur une de ces eaux tranquilles et profondes qui s'ouvrent comme un œil brillant au milieu des monts de la Norvège. Et une autre. La petite Lotte pensait à tout et ne pensait à rien. Oiseau d'été, elle planait dans les rayons d'or du soleil, portant sur ses boucles blondes sa couronne printanière. Son âme était aussi claire, aussi bleue que son regard. Elle câlinait sa mère, elle était fidèle à sa poupée, avec grand soin de sa robe, de ses souliers rouges et de son violon. Mais elle aimait, par-dessus toute chose, entendre en s'endormant l'ange de la musique. Pendant que le bonhomme disait ces choses, Raoul regardait les yeux bleus et la chevelure dorée de Christine. Et Christine pensait que la petite Lotte était bien heureuse d'entendre en s'endormant l'ange de la musique. Il n'était guère d'histoire du père d'Aé où n'intervint l'ange de la musique. Et les enfants lui demandaient des explications sur cet ange, à n'en plus finir. Le père d'Aé prétendait que tous les grands musiciens, tous les grands artistes reçoivent au moins une fois dans leur vie la visite de l'ange de la musique. Cet ange s'est penché quelquefois sur leur berceau, comme il est arrivé à la petite Lotte, et c'est ainsi qu'il y a de petits prodiges qui jouent du violon à 6 ans, mieux que des hommes de 50, ce qui, vous l'avouerez, est tout à fait extraordinaire. Quelquefois, l'ange vient beaucoup plus tard, parce que les enfants ne sont pas sages et ne veulent pas apprendre leur méthode et négliger leur gamme. Quelquefois, l'ange ne vient jamais, parce qu'on n'a pas le cœur pur ni une conscience tranquille. On ne voit jamais l'ange, mais il se fait entendre aux âmes prédestinées. C'est souvent dans les moments qu'elles s'y attendent le moins, quand elles sont tristes et découragées. Alors, l'oreille perçoit tout à coup des harmonies célestes, une voix divine, et s'en souvient toute la vie. Les personnes qui sont visitées par l'ange en restent comme enflammées. Elles vibrent d'un frisson que ne connaît point le reste des mortels. Et elles ont ce privilège de ne plus pouvoir toucher un instrument
ou ouvrir la bouche pour chanter, sans faire entendre des sons qui font honte par leur beauté à tous les autres sons humains. Les gens qui ne savent pas que l'ange a visité ces personnes disent qu'elles ont du génie. La petite Christine demandait à son papa s'il avait entendu l'ange. Mais le père d'Ahaé secouait la tête tristement. Puis son regard brillait en regardant son enfant et lui disait « Toi, mon enfant, tu l'entendras un jour. Quand je serai au ciel, je te l'enverrai, je te le promets. » Le père d'Ahaé commençait à tousser à cette époque. L'automne vint, qui sépara Raoul et Christine. Ils se revirent 3 ans plus tard. C'étaient 2 jeunes gens. Ceci se passa à Perros encore, et Raoul en conserva une telle impression qu'elle le poursuivit toute sa vie. Le professeur Valérius était mort, mais la maman Valérius était restée en France, où ses intérêts la retenaient avec le bonhomme d'Ahaé et sa fille. Ceux-ci toujours chantant et jouant du violon, entraînant dans leurs rêves harmonieux leur chère protectrice, qui semblait ne plus vivre que de musique. Le jeune homme était venu à tout hasard à Perros, et de même, il pénétra dans la maison habitée autrefois par sa petite amie. Il vit d'abord le vieillard d'Ahaé, qui se leva de son siège les larmes aux yeux, et l'embrassa, en lui disant qu'ils avaient conservé de lui un fidèle souvenir. De fait, il ne s'était guère passé de jours sans que Christine parlât de Raoul. Le vieillard parlait encore quand la porte s'ouvrit et, charmante, empressée, la jeune fille entra portant sur un plateau le thé fumant. Elle reconnut Raoul et déposa son fardeau. Une flamme légère se répandit sur son charmant visage. Elle demeurait hésitante, se taisait. Le papa les regardait tous deux. Raoul s'approcha de la jeune fille et l'embrassa d'un baiser qu'elle n'évita point. Elle lui posa quelques questions, s'acquitta joliment de son devoir d'hôtesse, reprit le plateau et quitta la chambre. Puis, elle alla se réfugier sur un banc dans la solitude du jardin. Elle éprouvait des sentiments qui s'agitaient dans son cœur adolescent, pour la première fois. Raoul vint la rejoindre et ils causèrent jusqu'au soir, dans un grand embarras. Ils étaient tout à fait changés, ne reconnaissaient point leur personnage, qui semblait avoir acquis une importance considérable. Ils étaient prudents comme des diplomates, et ils se racontaient des choses qui n'avaient point à faire avec leurs sentiments naissants. Quand ils se quittèrent, au bord de la route, Raoul dit à Christine, en déposant un baiser correct sur sa main tremblante: « Mademoiselle, je ne vous oublierai jamais. » Et il s'en alla, en regrettant cette parole hardie, car il savait bien que Christine d'Ahaé ne pouvait pas être la femme du vicomte de Chagny. Quant à Christine, elle alla retrouver son père et lui dit: « Tu ne trouves pas que Raoul n'est plus aussi gentil qu'autrefois ? Je ne l'aime plus. » Et elle essaya de ne plus penser à lui. Elle y arrivait assez difficilement et se rejeta sur son art qui lui prit tous ses instants. Ses progrès devenaient merveilleux. Ceux qui l'écoutaient lui prédisaient qu'elle serait la première artiste du monde. Mais son père, sur ces entrefaites, mourut, et du coup, elle sembla avoir perdu avec lui sa voix, son âme et son génie. Il lui resta suffisamment de tout cela pour entrer au conservatoire, mais tout juste. Elle ne se distingua en aucune façon, suivit les classes sans enthousiasme et remporta un prix pour faire plaisir à la vieille maman Valérius, avec laquelle elle continuait de vivre. La première fois que Raoul avait revu Christine à l'opéra, il avait été charmé par la beauté de la jeune fille et par l'évocation des douces images d'autrefois. Mais il avait été plutôt étonné du côté négatif de son art. Elle semblait détachée de tout. Il revint l'écouter, il la suivait dans les coulisses, il l'attendit derrière un portant, il essaya d'attirer son attention. Plus d'une fois, il l'accompagna jusque vers le seuil de sa loge, mais elle ne le voyait pas. Elle semblait du reste ne voir personne. C'était l'indifférence qui passait. Raoul en souffrit, car elle était belle. Il était timide et n'osait s'avouer à lui-même qu'il l'aimait. Et puis, ça avait été le coup de tonnerre de la soirée de gala. Les cieux déchirés, une voix d'ange se faisant entendre sur la terre pour le ravissement des hommes et la consommation de son cœur. Et puis, il y avait eu cette voix d'homme derrière la porte.
Il faut m'aimer. Et personne dans la loge. Pourquoi avait-elle ri quand il lui avait dit, dans le moment qu'elle rouvrait les yeux: « Je suis le petit enfant qui a ramassé votre écharpe dans la mer ?» Pourquoi ne l'avait-elle pas reconnu? Et pourquoi lui avait-elle écrit? Oh, cette côte est longue, longue. Voici le crucifix des 3 chemins. Voici la lande déserte, la bruyère glacée, le paysage immobile sous le ciel blanc. Les vitres tintinabules lui brisent leurs carreaux dans les oreilles. Que de bruit fait cette diligence qui avance si peu. Il reconnaît les chaumières, les enclos, les talus, les arbres du chemin. Voici le dernier détour de la route, et puis on dévalera, et ce sera la mer, la grande baie de Pérouse. Alors, elle est descendue à l'auberge du soleil couchant? Dame, il n'y en a pas d'autre, et puis on y est très bien. Il se rappelle que dans le temps, on y racontait de belles histoires. Comme son cœur bat, qu'est-ce qu'elle va dire en le voyant? La première personne qu'il aperçoit en entrant dans la vieille salle enfumée de l'auberge est la maman Tricard. Elle le reconnaît. Elle lui fait des compliments. Elle lui demande ce qui l'amène. Il rougit. Il dit que, venu pour affaire à Lannion, il a tenu à pousser jusque-là pour lui dire bonjour. Elle veut lui servir à déjeuner, mais il dit « tout à l'heure ». Il semble attendre quelque chose ou quelqu'un. La porte s'ouvre, il est debout, il ne s'est pas trompé, c'est elle. Il veut parler, il retombe. Elle reste devant lui, souriante, nullement étonnée. Sa figure est fraîche et rose comme une fraise venue à l'ombre. Sans doute, la jeune fille est-elle émue par une marche rapide. Son sein qui renferme un cœur sincère se soulève doucement. Ses yeux, clairs miroirs d'azur pâle, de la couleur des lacs qui rêvent, immobiles, tout là-haut vers le nord du monde, ses yeux lui apportent tranquillement le reflet de son âme candide. Le vêtement de fourrure est entr'ouvert sur une taille souple, sur la ligne harmonieuse de son jeune corps plein de grâce. Raoul et Christine se regardent longuement. La maman Tricard sourit et, discrète, s'esquive. Enfin, Christine parle. « Vous êtes venu, et cela ne m'étonne point. J'avais le pressentiment que je vous retrouverais ici, dans cette auberge, en revenant de la messe. Quelqu'un me l'a dit là-bas. Oui, on m'avait annoncé votre arrivée. »« Qui donc ?» demande Raoul, en prenant dans ses mains la petite main de Christine que celle-ci ne lui retire pas. « Mais mon pauvre papa qui est mort. » Il y eut un silence entre les deux jeunes gens, puis Raoul reprend. « Est-ce que votre papa vous a dit que je vous aimais, Christine, et que je ne puis vivre sans vous ?» Christine rougit jusqu'aux cheveux et détourne la tête. Elle dit d'une voix tremblante: « Moi? Vous êtes fou, mon ami !» Et elle éclate de rire pour se donner, comme on dit, une contenance. « Ne riez pas, Christine, c'est très sérieux. » Et elle réplique, grave: « Je ne vous ai point fait venir pour que vous me disiez des choses pareilles. » Vous m'avez fait venir, Christine. Vous avez deviné que votre lettre ne me laisserait point indifférent, et que j'accourrais à Pérouse. Comment avez-vous pu penser cela, si vous n'avez pas pensé que je vous aimais? J'ai pensé que vous vous souviendrez des jeux de notre enfance, auxquels mon père se mêle si souvent. Au fond, je ne sais pas bien ce que j'ai pensé. J'ai peut-être eu tort de vous écrire. Votre apparition si subite l'autre soir dans ma loge m'avait reporté loin, bien loin dans le passé, et je vous ai écrit comme une petite fille que j'étais alors, qui serait heureuse de revoir, dans un moment de tristesse et de solitude, son petit camarade à côté d'elle. Un instant, il garde le silence. Il y a dans l'attitude de Christine quelque chose que Raoul ne trouve point naturel, sans qu'il lui soit possible de préciser sa pensée. Cependant, il ne la sent pas hostile, loin de là. La tendresse désolée de ses yeux le renseigne suffisamment. Mais pourquoi cette tendresse est-elle désolée? Voilà peut-être ce qu'il faut savoir, et ce qui irrite déjà le jeune homme. Quand vous m'avez vue dans votre loge, c'était la première fois que vous m'aperceviez, Christine? Celle-ci ne sait pas mentir. Elle dit: « Non,
Je vous avais déjà aperçu plusieurs fois dans la loge de votre frère, et puis aussi sur le plateau. » « Je m'en doutais, » fait Raoul en se pinçant les lèvres. « Mais pourquoi donc alors, quand vous m'avez vu dans votre loge à vos genoux et vous faisant souvenir que j'avais ramassé votre écharpe dans la mer, pourquoi avez-vous répondu comme si vous ne me connaissiez point et aussi avez-vous ri ?» Le ton de ces questions est si rude que Christine regarde Raoul étonnée et ne lui répond pas. Le jeune homme est stupéfait lui-même de cette querelle subite, qu'il ose dans ce moment même où il s'était promis de faire entendre à Christine des paroles de douceur, d'amour et de soumission. Un mari, un amant qui a tous les droits, ne parlerait pas autrement à sa femme ou à sa maîtresse qui l'aurait offensée. Mais il s'hérite lui-même de ses torts, et se jugeant stupide, il ne trouve d'autre issue à cette ridicule situation que dans la décision farouche qu'il prend de se montrer odieux. « Vous ne me répondez pas » fait-il, rageur et malheureux. « Eh bien, je vais vous répondre pour vous, moi. C'est qu'il y avait quelqu'un dans cette loge qui vous gênait, Christine. Quelqu'un à qui vous ne vouliez point montrer que vous pouviez vous intéresser à une autre personne que lui. »« Si quelqu'un me gênait, mon ami, » interrompit Christine sur un ton glacé, « si quelqu'un me gênait ce soir-là, ce devait être vous, puisque c'est vous que j'ai mis à la porte. »« Oui, pour rester avec l'autre. »« Que dites-vous, monsieur ?» fait la jeune femme haletante. « Et de quel autre s'agit-il ici ?»« De celui à qui vous avez dit « Je ne chante que pour vous, je vous ai donné mon âme ce soir et je suis morte. » Christine a saisi le bras de Raoul. Elle le lui étreint avec une force que l'on ne soupçonnerait point chez cet être fragile. « Vous écoutiez donc derrière la porte ?»« Oui, parce que je vous aime, et j'ai tout entendu. »« Vous avez entendu quoi ?» Et la jeune fille, redevenue étrangement calme, laisse le bras de Raoul. « Il vous a dit, il faut m'aimer. » À ses yeux, une pâleur cadavérique se répand sur le visage de Christine. Ses yeux se cernent, elle chancelle, elle va tomber. Raoul se précipite dans les bras, mais déjà, Christine a surmonté cette défaillance passagère, et d'une voix basse, presque expirante. « Dites encore, dites tout ce que vous avez entendu. » Raoul la regarde, hésite, ne comprend rien à ce qui se passe. « Mais dites donc! Vous voyez bien que vous me faites mourir. » « J'ai entendu encore qu'il vous a répondu, quand vous lui eûtes dit que vous lui aviez donné votre âme. Ton âme est bien belle, mon enfant, et je te remercie. Il n'y a point d'empereur qui ait reçu un pareil cadeau. Les anges ont pleuré ce soir. » Christine a porté la main sur son cœur. Elle fixe Raoul dans une émotion indescriptible. Son regard est tellement aigu, tellement fixe, qu'il paraît celui d'une insensée. Raoul est épouvanté. Mais voilà que les yeux de Christine deviennent humides, et sur ses joues d'ivoire glissent 2 perles, 2 lourdes larmes. « Christine, Raoul !» Le jeune homme veut la saisir, mais elle lui glisse dans les mains et elle se sauve, dans un grand désordre. Pendant que Christine restait enfermée dans sa chambre, Raoul se faisait 1000 reproches de sa brutalité. Mais d'autre part, la jalousie reprenait son galop dans ses veines en feu. Pour que la jeune fille eût montré une pareille émotion, en apprenant que l'on avait surpris son secret, il fallait que celui-ci fût d'importance. Certes, Raoul, en dépit de ce qu'il avait entendu, ne doutait point de la pureté de Christine. Il savait qu'elle avait une grande réputation de sagesse, et il n'était point si novice qu'il ne comprît la nécessité où se trouve acculée parfois une artiste d'entendre des mots d'amour. Elle y avait bien répondu, en affirmant qu'elle avait donné son âme, mais de toute évidence, il ne s'agissait en tout ceci que de chant et de musique. De toute évidence. Alors, pourquoi cet émoi tout à l'heure ? Mon Dieu, que Raoul était malheureux. Et s'il avait tenu l'homme, la voix d'homme, il lui aurait demandé des explications précises. Pourquoi Christine s'était-elle enfuie ? Pourquoi ne descendait-elle point ? Il refusa de déjeuner. Il était tout à fait mari,
et sa douleur était grande de voir s'écouler loin de la jeune Suédoise ces heures qu'il avait espérées si douces. Que ne venait-elle avec lui parcourir le pays où tant de souvenirs leur étaient communs? Et puis, puisqu'elle semblait ne plus rien avoir à faire à Perros, c'est qu'en fait, elle n'y faisait rien, ne reprenait-elle point aussitôt le chemin de Paris? Il avait appris que le matin, elle avait fait dire une messe pour le repos de l'âme du père Daï et qu'elle avait passé de longues heures en prière dans la petite église et sur la tombe du ménétrier. Triste, découragé, Raoul s'enfuit vers le cimetière qui entourait l'église. Il en poussa la porte. Il erra solitaire parmi les tombes, déchiffrant les inscriptions. Mais comme il arrivait derrière l'abside, il fut tout à coup renseigné par la note éclatante des fleurs, qui soupiraient sur le granit tombal et débordaient jusqu'à la terre blanche. Elles embaumaient tout ce coin glacé de l'hiver breton. C'étaient de miraculeuses roses rouges qui paraissaient écloses du matin, dans la neige. C'était un peu de vie chez les morts, car la mort, là, était partout. Elle aussi débordait de la terre, qui avait rejeté son trop-plein de cadavres. Des squelettes et des crânes par centaines étaient entassés contre le mur de l'église, retenus simplement par un léger réseau de fils de fer qui laissait à découvert tout le macabre édifice. Les têtes de mort, empilées, alignées comme des briques, consolidées dans les intervalles par des os fort proprement blanchis, semblaient former la première assise sur laquelle on avait maçonné les murs de la sacristie. La porte de cette sacristie s'ouvrait au milieu de cet ossuaire, tel qu'on en voit beaucoup au long des vieilles églises bretonnes. Raoul pria pour Daï, puis, lamentablement impressionné par ces sourires éternels qu'ont les bouches des têtes de mort, il sortit du cimetière, remonta le coteau et s'assit au bord de la lande qui domine la mer. Le vent courait méchamment sur les grèves, aboyant après la pauvre et timide clarté du jour. Celle-ci céda, s'enfuit, et ne fut plus qu'une raie livide à l'horizon. Alors, le vent se tut. C'était le soir. Raoul était enveloppé d'ombres glacées, mais il ne sentait pas le froid. Toute sa pensée errait sur la lande déserte et désolée, tout son souvenir. C'était là, à cette place qu'il était venu souvent, à la tombée du jour, avec la petite Christine, pour voir danser les corrigans juste au moment où la lune se lève. Pour son compte, il n'en avait jamais aperçu, et cependant, il avait de bons yeux. Christine, au contraire, qui était un peu myope, prétendait en avoir vu beaucoup. Il sourit à cette idée. Et puis tout à coup, il tressaillit. Une forme précise, mais qui était là, sans qu'il sût comment, sans que le moindre bruit l'eût averti, une forme debout à son côté, disait « Croyez-vous que les corrigans viendront ce soir ?» C'était Christine. Il voulut parler. Elle lui ferma la bouche de sa main gantée. « Écoutez-moi, Raoul. Je suis résolue à vous dire quelque chose de grave. De très grave. » Sa voix tremblait. Il attendit. Elle reprit, oppressée. « Vous rappelez-vous, Raoul, la légende de l'ange de la musique ?»« Si je m'en souviens, fit-il. Je crois bien que c'est ici que votre père nous l'a conté pour la première fois. C'est ici aussi qu'il m'a dit « Quand je serai au ciel, mon enfant, je te l'enverrai. » Eh bien, Raoul, mon père est au ciel et j'ai reçu la visite de l'ange de la musique. « Je n'en doute pas, » répliqua le jeune homme gravement, car il croyait comprendre que dans une pensée pieuse, son ami mêlait le souvenir de son père à l'éclat de son dernier triomphe. Christine parut légèrement étonnée du sang-froid avec lequel le vicomte de Chagny apprenait qu'elle avait reçu la visite de l'ange de la musique. « Comment l'entendez-vous, Raoul ?» fit-elle, en penchant sa figure pâle si près du visage du jeune homme que celui-ci put croire que Christine allait lui donner un baiser. Mais elle ne voulait que lire, malgré les ténèbres, dans ses yeux. « J'entends, » répliqua-t-il, « qu'une créature humaine ne chante point comme vous avez chanté l'autre soir, sans qu'intervienne quelque miracle, sans que le ciel y soit pour quelque chose. Il n'est point de professeur sur la terre qui puisse vous apprendre des accents pareils. Vous avez entendu l'ange de la musique, Christine. » «
Oui, fit-elle solennellement, dans ma loge. C'est là qu'il vient me donner ses leçons quotidiennes. Le ton dont elle dit cela était si pénétrant et si singulier que Raoul la regardait, inquiet, comme on regarde une personne qui dit une énormité ou affirme quelque vision folle à laquelle elle croit de toutes les forces de son pauvre cerveau malade. Mais elle s'était reculée, et elle n'était plus, immobile, qu'un peu d'ombre dans la nuit. « Dans votre loge ?» répéta-t-il, comme un écho stupide. « Oui, c'est là que je l'ai entendu, et je n'ai pas été seule à l'entendre. » « Qui donc l'a entendu encore, Christine ?»« Vous, mon ami. »« Moi ? J'ai entendu l'ange de la musique. »« Oui, l'autre soir. C'est lui qui parlait quand vous écoutiez derrière la porte de ma loge. C'est lui qui m'a dit « Il faut m'aimer ». Mais je croyais bien être la seule à percevoir sa voix. Aussi, jugez de mon étonnement quand j'ai appris ce matin que vous pouviez l'entendre vous aussi. » Raoul éclata de rire. Et aussitôt, la nuit se dissipa sur la lande déserte, et les premiers rayons de la lune vinrent envelopper les jeunes gens. Christine s'était retournée, hostile, vers Raoul. Ses yeux, ordinairement si doux, lançaient des éclairs. « Pourquoi riez-vous ? Vous croyez peut-être avoir entendu une voix d'homme ?»« Dame, » répondit le jeune homme, dont les idées commençaient à se brouiller devant l'attitude de bataille de Christine. « C'est vous, Raoul, vous qui me dites cela. Un ancien petit compagnon à moi, un ami de mon père. Je ne vous reconnais plus. Mais que croyez-vous donc ? Je suis une honnête fille, moi, monsieur le vicomte de Chagny, et je ne m'enferme point avec des voix d'hommes dans ma loge. Si vous aviez ouvert la porte, vous auriez vu qu'il n'y avait personne. » « C'est vrai. Quand vous avez été parti, j'ai ouvert cette porte, et je n'ai trouvé personne dans la loge. »« Vous voyez bien alors ?» Le comte fit appel à tout son courage. « Alors, Christine, je pense qu'on se moque de vous. » Elle poussa un cri et s'enfuit. Il courut derrière elle, mais elle lui jeta, dans une irritation farouche. « Laissez-moi, laissez-moi !» Et elle disparut. Raoul rentra à l'auberge très las, très découragé et très triste. Il apprit que Christine venait de monter dans sa chambre et qu'elle avait annoncé qu'elle ne descendrait pas pour dîner. Le jeune homme demanda si elle n'était point malade. La brave aubergiste lui répondit d'une façon ambiguë que si elle était souffrante, ce devait être d'un mal qui n'était point bien grave. Et comme elle croyait à la fâcherie de deux amoureux, elle s'éloigna en haussant les épaules et en exprimant sournoisement la pitié qu'elle avait pour des jeunes gens qui gaspillaient en vaines querelles les heures que le bon Dieu leur a permis de passer sur la terre. Raoul dîna tout seul, au coin de l'âtre, et comme vous pensez bien, de façon fort maussade. Puis, dans sa chambre, il essaya de lire, puis dans son lit, il essaya de dormir. Aucun bruit ne se faisait entendre dans l'appartement à côté. Que faisait Christine ? Dormait-elle ? Et si elle ne dormait point, à quoi pensait-elle ? Et lui, à quoi pensait-il ? Eût-il été seulement capable de le dire ? La conversation étrange qu'il avait eue avec Christine l'avait tout à fait troublé. Il pensait moins à Christine qu'autour de Christine. Et cet autour était si diffus, si nébuleux, si insaisissable, qu'il en éprouvait un très curieux et très angoissant malaise. Ainsi, les heures passaient, très lentes. Il pouvait être 11h30 de la nuit quand il entendit distinctement marcher dans la chambre voisine de la sienne. C'était un pas léger, furtif. Christine ne s'était donc pas couchée ? Sans raisonner ses gestes, le jeune homme s'habilla à la hâte en prenant garde de faire le moindre bruit. Et prêt à tout, il attendait. Prêt à quoi ? Est-ce qu'il savait ? Son cœur bondit quand il entendit la porte de Christine tourner lentement sur ses gonds. Où allait-elle à cette heure où tout reposait dans Perros ? Il entr'ouvrit tout doucement sa porte et put voir, dans un rayon de lune, la forme blanche de Christine qui glissait précautionneusement dans le corridor. Elle atteignit l'escalier. Elle descendit, et lui, au-dessus d'elle, se pencha sur la rampe. Soudain, il entendit deux voix qui s'entretenaient rapidement. Une phrase lui arriva.
Ne perdez pas la clé !» C'était la voix de l'hôtesse. En bas, on ouvrit la porte qui donnait sur la rade, on la referma, et tout rentra dans le calme. Raoul revint aussitôt dans sa chambre et courut à sa fenêtre qu'il ouvrit. La forme blanche de Christine se dressait sur le quai désert. Ce premier étage de l'auberge du soleil couchant n'était guère élevé, et un arbre en espalier qui tendait ses branches aux bras impatients de Raoul permit à celui-ci d'être dehors sans que l'hôtesse pût soupçonner son absence. Aussi, quelle ne fut pas la stupéfaction de la brave dame, le lendemain matin, quand on lui apporta le jeune homme quasi glacé, plus mort que vif, et qu'elle apprit qu'on l'avait trouvé étendu tout de son long sur les marches du maître-autel de la petite église de Perros. Elle courut apprendre presto la nouvelle à Christine qui descendit en hâte et prodigua, aidée de l'aubergiste, ses soins inquiets au jeune homme, qui ne tarda point à ouvrir les yeux, et revint tout à fait à la vie en apercevant au-dessus de lui le charmant visage de son ami. Que s'était-il donc passé ? Monsieur le commissaire mi-froid eut l'occasion, quelques semaines plus tard, quand le drame de l'opéra entraîna l'action du ministère public, d'interroger le vicomte de Chagny sur les événements de la nuit de Perros. Et voici de quelle sorte ceux-ci furent transcrits sur les feuilles du dossier d'enquête. Code 150. Demande. Mademoiselle Daae, ne vous avez pas vu descendre de votre chambre par le singulier chemin que vous aviez choisi ? Réponse. Non, monsieur, non, non. Cependant, j'arrivai derrière elle, en négligeant d'étouffer le bruit de mes pas. Je ne demandai alors qu'une chose, c'est qu'elle se retourna, qu'elle me vit et qu'elle me reconnut. Je venais de me dire, en effet, que ma poursuite était tout à fait incorrecte et que la façon d'espionnage à laquelle je me livrais était indigne de moi. Mais elle ne sembla point m'entendre et de fait, elle agit comme si je n'avais pas été là. Elle quitta tranquillement le quai et puis, tout à coup, remonta rapidement le chemin. L'horloge de l'église venait de sonner minuit moins un quart et il me parut que le son de l'heure avait déterminé la hâte de sa course, car elle se prit presque à courir. Ainsi arriva-t-elle à la porte du cimetière. Demande. La porte du cimetière était-elle ouverte ? Réponse. Oui, monsieur, et cela me surprit, mais ne parut nullement étonner mademoiselle Daae. Demande. Il n'y avait personne dans le cimetière ? Réponse. Je ne vis personne. S'il y avait eu quelqu'un, je l'aurais vu. La lumière de la lune était éblouissante et la neige qui couvrait la terre, en nous renvoyant ses rayons, faisait la nuit plus claire encore. Demande. On ne pouvait pas se cacher derrière les tombes ? Réponse. Non, monsieur. Ce sont de pauvres pierres tombales qui disparaissaient sous la couche de neige et qui alignaient leurs croix au ras du sol. Les seules ombres étaient celles de ces croix et les deux nôtres. L'église était toute éblouissante de clarté. Je n'ai jamais vu une pareille lumière nocturne. C'était très beau, très transparent et très froid. Je n'étais jamais allée la nuit dans les cimetières et j'ignorais qu'on pût y trouver une semblable lumière. Une lumière qui ne pèse rien. Demande. Vous êtes superstitieux ? Réponse. Non, monsieur, je suis croyant. Demande. Dans quel état d'esprit étiez-vous ? Réponse. Très sain et très tranquille, ma foi. Certes, la sortie insolite de mademoiselle Daae m'avait tout d'abord profondément troublée, mais aussitôt que je vis la jeune fille pénétrer dans le cimetière, je me dis qu'elle y venait accomplir quelques vœux sur la tombe paternelle, et je trouvai la chose si naturelle que je reconquis tout mon calme. J'étais simplement étonnée qu'elle ne m'eût pas encore entendu marcher derrière elle, car la neige craquait sous mes pas. Mais sans doute était-elle tout absorbée par sa pensée pieuse. Je résolus du reste de ne la point troubler, et quand elle fut parvenue à la tombe de son père, je restai à quelques pas derrière elle. Elle s'agenouilla dans la neige, fit le signe de la croix, et commença de prier. À ce moment, minuit sonna. Le 12e coup tintait encore à mon oreille quand soudain, je vis la jeune fille relever la tête. Son regard fixa la voûte céleste, ses bras se tendirent vers l'astre des nuits. Elle me parut en extase, et je me demandais encore quelle avait été la raison subite et déterminante de cette extase, quand moi-même je relevai la tête. Je jetai autour de moi un regard éperdu, et tout mon être se tendit vers l'invisible. L'invisible qui nous jouait de la musique. Et quelle musique! Nous la connaissions déjà. Christine et moi l'avions déjà entendue en notre jeunesse,
mais jamais sur le violon du père Daé. Elle ne s'était exprimée avec un art aussi divin. Je ne pus mieux faire en cet instant que de me rappeler tout ce que Christine venait de me dire de l'ange de la musique. Et je ne sus trop que penser de ces sons inoubliables qui, s'ils ne descendaient pas du ciel, laissaient ignorer leur origine sur terre. Il n'y avait point là d'instrument ni de main pour conduire l'archer. Oh, je me rappelais l'admirable mélodie. C'était la résurrection de Lazare que le père Daé nous jouait dans ses heures de tristesse et de foi. L'ange de Christine n'aurait existé qu'il n'aurait pas mieux joué cette nuit-là avec le violon du défunt Ménétrier. L'invocation de Jésus nous ravissait à la terre, et ma foi, je m'attendis presque à voir se soulever la pierre du tombeau du père de Christine. L'idée me vint aussi que Daé avait été enterré avec son violon, et en vérité, je ne sais point jusqu'où, dans cette minute funèbre et rayonnante, au fond de ce petit dérobé cimetière de province, à côté de ces têtes de mort qui nous riaient de toutes leurs mâchoires immobiles. Non, je ne sais point jusqu'où s'enfuit mon imagination, ni où elle s'arrêta. Mais la musique s'était tue, et je retrouvai mes sens. Il me sembla entendre du bruit du côté des têtes de mort de l'ossuaire. Demande. Ah ah! Vous avez entendu du bruit du côté de l'ossuaire? Réponse. Oui. Il m'a paru que les têtes de mort ricanaient maintenant, et je n'ai pu m'empêcher de frissonner. Demande. Vous n'avez point pensé tout de suite que derrière l'ossuaire pouvait se cacher justement le musicien céleste qui venait de tant vous charmer? Réponse. J'ai si bien pensé cela que je n'ai plus pensé qu'à cela, monsieur le commissaire, et que j'en oubliais de suivre mademoiselle Daé qui venait de se relever et gagnait tranquillement la porte du cimetière. Quant à elle, elle était tellement absorbée qu'il n'est point étonnant qu'elle ne m'ait pas aperçue. Je ne bougeais point, les yeux fixés vers l'ossuaire, décidée à aller jusqu'au bout de cette incroyable aventure et d'en connaître le fin mot. Demande. Et alors, qu'arriva-t-il pour qu'on vous ait retrouvé au matin, étendu à demi-mort sur les marches du maître-autel? Réponse. Oh, ce fut rapide. Une tête de mort roula à mes pieds, puis une autre, puis une autre. On eût dit que j'étais le but de ce funèbre jeu de boules. Et j'eus cette imagination qu'un faux mouvement avait dû détruire l'harmonie de l'échafaudage, derrière lequel se dissimulait notre musicien. Cette hypothèse m'apparut d'autant plus raisonnable qu'une ombre glissa tout à coup sur le mur éclatant de la sacristie. Je me précipitai. L'ombre avait déjà, poussant la porte, pénétré dans l'église. J'avais des ailes, l'ombre avait un manteau. Je fus assez rapide pour saisir un coin du manteau de l'ombre. À ce moment, nous étions, l'ombre et moi, juste devant le maître-autel, et les rayons de la lune, à travers le grand vitrail de l'abside, tombaient droit devant nous. Comme je ne lâchais point le manteau, l'ombre se retourna, et le manteau dont elle était enveloppée s'étant entr'ouvert, je vis, monsieur le juge, comme je vous vois, une effroyable tête de mort qui dardait sur moi un regard où brûlaient les feux de l'enfer. Je crus avoir affaire à Satan lui-même. Et, devant cette apparition d'outre-tombe, mon cœur, malgré tout son courage, défaillit, et je n'ai plus souvenir de rien jusqu'au moment où je me réveillai dans ma petite chambre de l'auberge du Soleil couchant. Bienvenue sur le nouvelle lecture sur le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, si je ne me trompe pas. Alors, tout d'abord, je suis désolée pour le retard Bon, c'est pas gravissime non plus, mais je me suis très mal organisée, je me suis un peu fait déborder. Enfin, à force de le faire un peu au fur et à mesure, tout ce qui est enregistrement, j'ai été un petit peu débordée par de légers petits imprévus qui n'étaient pas non plus gravissimes, mais puis j'ai profité de la présence d'amis aussi samedi après-midi, ce qui fait que je suis à la bourre sur tout. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas méchant. Nous sommes certes sur une chaîne YouTube, mais c'est pas un boulot et j'ai pas envie de me mettre de pression du tout au niveau de la chaîne. Je pense que je fournis quand même pas mal de contenu. Je sais pas s'il est
toujours pertinent, mais j'ai pas envie de me mettre de pression. Donc de temps en temps, ça pourra arriver que je déborde un peu, c'est pas grave. Donc, alors, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais si sûrement, je n'ai lu qu'un chapitre, donc que le chapitre 6, c'est le 6e sur... Donc la première partie fait 13 chapitres, la seconde fait 15 chapitres dont l'épilogue. Et en fait, il était quand même méga long ce chapitre, il faisait 15 pages sur mon fichier. Et j'ai pas lu le suivant qui est très court parce que le chapitre 7 et le chapitre 8 vont parler de messieurs Firmin Richard et Armand Moncharmin, donc les nouveaux directeurs de l'opéra. Ce qui fait que, comme le chapitre 6, c'est vraiment une unité sur la relation entre Christine et Raoul, j'ai voulu rester là-dessus pour pas ouvrir sur autre chose. Donc, on a été se promener. Déjà, alors le truc qui est assez rigolo, c'est que j'avais zappé en fait que Christine, elle avait des origines suédoises. Donc les parents de Christine sont suédois, elle aussi du coup. Et pour la petite blague, en fait, je suis en train de terminer la lecture du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Donc on est très swedish au mois de mai. On est très la Suède. D'ailleurs, si vous voulez une autre petite blague, les deux bureaux, les deux chaises de bureau, la console qui est derrière moi, là, c'est tout du Ikea. Donc, Skoll ou Edge. Voilà. Voilà. Ce poste n'est pas sponsorisé. Hein. Bref. On a eu un très long chapitre sur la relation entre, donc déjà sur les origines de Christine. Je crois qu'on avait déjà eu quelques notions du fait que le père de Christine c'était un violonneux, donc un violoncelliste plutôt talentueux parce qu'a priori il a dû tout travailler à l'oreille et à la pratique. Il n'a pas l'air d'avoir suivi de cours, ou en tout cas j'en ai pas le souvenir dans les chapitres précédents, parce que oui, j'oublie un peu d'une semaine à l'autre ce que je lis. Mais j'ai bien aimé tout ce côté très superstition autour de l'ange de la musique. Est-ce que ça peut pas être c'est peut-être une croyance qui fait partie du folklore suédois, c'est possible. Hein. Je peux pas vous dire au niveau de Nils Holgersson, là, il n'y a pas d'ange de la musique là-bas. Il y a des tomtes qui sont des petits lutins, qui sont grands comme un revers de main. mais voilà. Donc on a... je trouve ça assez... Il y a un truc qui est assez étrange, c'est le fait que donc ce papa-là, qu'il avait du talent, un talent qui est reconnu, que la petite, quand elle travaillait avec son papa, elle avait aussi un talent qui était reconnu entre guillemets, enfin on reconnaissait qu'elle était belle, qu'elle avait du charme, qu'elle avait une super voix, que ça marchait vachement bien avec le papa. Et quand le père est mort, donc c'est peut-être aussi un peu symboliquement l'effet du deuil, poum, elle a plus ce talent-là, on ne la remarque plus, même si elle suit des cours, même si elle entre à l'opéra, même si elle remporte un cri, elle n'est pas là, quoi, elle est éteinte. Et je trouve que c'est assez joli, en fait, assez joli aussi et assez dramatique dans le sens de comment elle peut vivre et comment, par extension, on peut vivre un deuil, les implications qu'un deuil ont sur la vie de ceux qui survivent et qui continuent, qui n'ont pas le choix, quoi. Et je trouvais ça touchant. Et là, on n'en sait pas énormément plus sur... le truc que j'ai aimé aussi par rapport à Christine, c'est le fait qu'elle dise que j'ai tellement bien chanté l'autre fois. C'est parce que mon père m'a envoyé du ciel l'ange de la musique. C'est pour ça que j'ai tellement bien chanté. En gros, c'est comme si elle était retournée sur la tombe de son père pour le remercier. Et là, on voit dans le rapport, donc je sais pas, bon, je pense que ça s'est entendu. J'ai essayé de faire une voix pas trop enflammée parce que là, c'est une lecture de rapport de police en gros.
Et toute la description quasi mystique de l'expérience de Raoul dans le cimetière, l'ossuaire, l'ombre avec la cape, le visage grimaçant, le visage d'un crâne, des yeux avec les flammes de l'enfer et compagnie. En fait, il colle, donc je ne sais pas si c'est inconscient ou pas de sa part, je me souviens plus s'il avait entendu, lui, les descriptions du fantôme de l'opéra, mais ça ressemble vachement à une partie des descriptions du fantôme de l'opéra. En tout cas. Et je trouve que c'est très riche le fait que tout le roman tourne en fait beaucoup, je pense, autour des superstitions des gens et comment ils se les communiquent également. Parce que là, si on avait que ce témoignage de Raoul, on peut se dire, bah, peut-être vu quelque chose, quoi. Il a peut-être vu quelque chose, hein, mais je le pense sincère dans ce qu'il a dit. Et le truc qui me met vraiment aussi la puce à l'oreille, parce que, souvenez-vous, moi j'étais en train de me dire, attendez, il y a un fantôme là qui dit qu'il veut une loge, il veut de la thune. Il est pas très très mort ce fantôme. Mais Christine pense aussi que c'est un fantôme. Christine, quand elle est sortie de sa loge et que Raoul a été visiter la loge, il n'y avait personne. Pourtant, il a entendu la voix. Et Christine dit que c'est la voix aussi de l'ange de la musique. Je suis paumée. Donc Gaston Leroux, bravo. Bon, vous ne verrez pas cette vidéo parce que votre œuvre est libre de droit. Mais vous réussissez vachement, enfin l'auteur réussit vachement à me manipuler là, donc je ne sais pas du tout me situer. Je suis de nouveau en train de me dire, mais c'est quoi en fait? C'est un fantôme? C'est quelqu'un? Parce que là, il est dans un cimetière, donc il a plus les machineries de théâtre si c'est un homme qui a suivi Christine. Ou alors il est quand même vachement doué. Puis il a surtout foutu une frousse pas possible à Raoul. Et Raoul, je ne l'ai pas senti si superstitieux que ça. C'est pas le mec qui va voir des fantômes à tous les coins de rue. Non, il y a des personnes comme ça qui, selon où on se situe, hein, au niveau des superstitions, il y en a qui croient à beaucoup de choses, il y en a qui croient à rien. Ça dépend où on se situe. Moi, je dirais que je suis aware, comme dirait le grand philosophe Jean-Claude Van Damme. Je laisse une porte ouverte. Je me dis profondément athée, je pense, ou agnostique, mais sur le plan d'autres choses, des trucs un peu spirituels, on va dire, je laisse une porte ouverte. Et on est quand même aussi... Alors, c'est vrai, je crois qu'on est au niveau du 19e siècle et compagnie, à peu près, hein, il me semble, dans les années 1800 et quelques. La Bretagne, c'est quand même une terre qui est assez superstitieuse avec, il y a les corrigans, il y a tous les saints, des saints, il y en a partout. S-A-I-N-T-S, saints. Mais on est sur des terres qui sont superstitieuses. Et ça, je peux le dire parce que moi, je suis de là-bas, j'ai lu des trucs de là-bas. Et les vieilles personnes qui sont nées au tout début du siècle, elles pouvaient être aussi superstitieuses. Mais je suis paumée, quoi. Aidez-moi. Vous pensez que c'est un vrai Jean ou pas sous la cape et le masque grimaçant avec les yeux enflammés des flammes de l'enfer. Je suis perdue. Mais je trouve ça étonnant en fait comment c'est amené, c'est vachement bien. Je trouvais jolie aussi l'espèce de petite engueulade la relation. Bon, je reviens là juste sur la relation entre Christine et Raoul. Je la trouve touchante parce que c'est des gamins. Ça fait vraiment tout à fait un petit garçon un petit peu. Allez, bon, je vais aller récupérer l'écharpe de la petite fille là parce que va pas aller mouiller ses chaussettes et sa petite robe dans la mer, la pauvre. Donc, leur rencontre, elle est toute mignonne. Leur relation, elle est toute mignonne quand ils sont petits. Et quand ils sont devenus grands, adolescents, ils ont commencé à être un petit peu gênés. Ce qui est assez logique aussi quand la relation, elle évolue et que les sentiments, ils bougent, ils changent. Et puis en plus, les ados, ça bouillonne, les adolescents. Et je trouve que la relation est très jolie.
Et je comprends aussi que Raoul qui se dit oh, Christine, je l'ai retrouvée. Je comprends qu'il soit jaloux comme un pou en entendant que Christine, en entendant Christine discuter avec quelqu'un dans sa loge. Et Christine, mais non, mais moi je reçois pas d'homme dans ma loge. Donc Christine, elle a l'air d'être sage. Donc elle n'a pas reçu d'homme dans la loge. Mais elle a reçu quoi? Et d'après vous, est-ce que Raoul et Christine vont est-ce que vous les shippez? Est-ce que vous pensez qu'ils vont former un couple? Est-ce qu'on va avoir de l'amour? Je trouve ça mignon. J'aimais bien aussi l'aubergiste, elle était marrante, genre enfin, oh les petits jeunes, ils sont tout amoureux, c'est tout mignon. Et après, ouais bon, en même temps, ne perdez pas votre temps à vous engueuler, quoi. Vous avez, Dieu vous a donné du temps, aimez-vous, merde. Bon, elle l'a pas dit comme ça, mais je pense qu'elle le pensait, hein. Du coup, je vais m'arrêter ici, parce que ça va faire une petite heure. Je vais vous lire les 2 prochains chapitres pour la prochaine fois. Donc on aura une visite à la loge numéro 5 qui sera un chapitre court, qui va durer peut-être dans les 5 minutes. Et on aura, attention, je prends une grosse inspiration pour le chapitre 8, où messieurs Firmin Richard et Armand Moncharmin ont l'audace de faire représenter Faust dans une salle maudite et de l'effroyable événement qui en résulta. Ça donne envie, hein. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, je le dis juste rapidement, je trouve que Gaston Leroux, il est très fort sur le rythme des phrases. Très très fort. Parce qu'il y a du court, il y a du long. En fait, on a presque l'impression d'entendre du violon ou de la musique, avec des trucs un peu en mode staccato, là, tac 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 tac, et des trucs où ça... Enfin, il alterne vraiment des phrases très courtes, sujet, verbe, complément, voire un peu plus, et une phrase qui va faire 4-5 lignes. Et je trouve que c'est très efficace pour maintenir le... Enfin, déjà, c'est ultra agréable à lire à voix haute, je pense dans sa tête aussi, et c'est très efficace, je trouve, pour maintenir l'attention du lecteur. Parce que c'est pas un truc morne et répétitif. Sujet, verbe, complément, H24 par exemple. Donc voilà. Monsieur Gaston Leroux, de nouveau, non seulement vous me manipulez bien, mais en plus vous êtes doué pour le rythme. Vous deviez écouter de la musique, monsieur Gaston Leroux. Je vous souhaite un très bon lundi du coup. Je ne sais pas si vous travaillez ou pas, mais si vous travaillez, bon courage. Si vous ne travaillez pas, profitez bien de votre lundi de congé. Je ne sais pas par chez vous si le beau temps commence, mais chez nous, oui. Là, on a été se promener, on a été acheter des super bons gâteaux à la boulangerie d'à côté, qui est un peu plus loin. Une petite balade d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour y aller. Et du coup, les caractères de la bruyère, pour ceux qui suivent, ça sera mardi, et je crois que ça sera une vidéo qui sera très courte. Et pour les shorts, je me laisse le temps de comprendre comment ça marche, parce que j'ai fait une connerie, comme je vous l'avais dit dans l'onglet communauté. Je crois qu'il faut vraiment filmer avec le téléphone, donc il faut que je retourne tout. C'est pas non plus un travail de fou, mais il faut que je comprenne comment ça marche sur le plan technique pour le refaire. Très bon lundi. Salut! Rêvez tout grand, lisez tout plein.